Et donc nous allons ouvrir la deuxième table ronde de ces assises de la filière équine, un événement organisé par Ouest France aujourd'hui au centre des congrès de Caen. Je vais laisser la parole et l'animation de cette table ronde, sans avoir un petit jingle avant, à François Lépée et Céline Goual, que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui au centre des congrès de Caen pour cette deuxième édition des assises de la filière équine. Bon, on va redémarrer, on a pris un peu de retard, on va essayer de se tenir à un quart d'heure, pas plus de dépassement d'horaire. Cette seconde table ronde a pour objectif de parler de la politique cheval, à la fois en France, en Europe, avec toutes les sources de financement qui existent actuellement, que ce soit en France, que ce soit en Europe, un petit peu les problématiques qui vont se poser au niveau de l'Europe pour les années à venir, et également que vous fassiez mieux connaissance avec un comité qui existe au niveau européen et qui est là pour défendre la cause du cheval, qui s'appelle le COPA-COGECA, avec son président Pascal Biolac. Je laisse la parole à ma consoeur qui va vous présenter les trois intervenants de cette table ronde qui va être courte mais dense. Oui, les personnes tout à fait, les personnes qu'il fallait aujourd'hui pour vous parler de ces sujets-là. Pour commencer, Florent Gull, vous travaillez au ministère de l'Agriculture, vous êtes adjoint au chef de service filière et emploi. Vous allez nous parler aujourd'hui des objectifs de l'État pour la filière cheval et également faire un petit panorama des aides dont on peut bénéficier cette filière. Donc ça intéressera toutes les personnes qui sont là. Claire Cordillac, vous êtes à l'IFCE, Institut français du cheval et de l'équitation. Vous êtes chargée de mission pour les affaires européennes et internationales. Vous avez un rôle de veille réglementaire et donc vous allez nous parler de ce qu'on entrevoit sur l'évolution réglementaire au niveau européen. Et puis Pascal Biolac, vous êtes président du groupe cheval du COPA. Alors le COPA, c'est le Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne. Et vous allez commencer tout à l'heure par nous expliquer quelle est sa fonction, comment il marche, avant d'aborder d'autres thèmes. C'est donc Florent Gull du ministère de l'Agriculture qui débute cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je vais encore monter un petit peu le micro peut-être. Voilà, donc effectivement, je vais essayer de vous dresser en quelques mots la politique actuelle de l'État par rapport à la filière cheval. Et puis de compléter des choses qui ont déjà été dites ce matin. Je pense en particulier au financement de la filière. Jean de Chevigny a déjà donné beaucoup d'éléments, donc ça me permettra sans doute de tenir les délais contraints de cette table ronde. Et c'est pas plus mal pour vous comme pour moi. Ça nous laissera du temps peut-être pour des échanges dans un deuxième temps. Donc je ne vais pas rappeler effectivement les chiffres un peu globaux de la filière qui ont déjà été beaucoup cités ce matin. Simplement pointer peut-être que pour nous, dans la présentation, vous avez entendu que je suis adjoint sur un service qui s'occupe de l'ensemble des filières au ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire aussi bien filière alimentaire que filière forêt, bois, bioéconomie et cheval. Vous avez des spécificités fortes dans cette filière, en particulier le fait que on est sur des débouchés très diversifiés, évidemment. On l'a vu là aussi, encore une fois, beaucoup dans les exposés de ce matin, à la fois sur le sport, sur les courses en particulier. Et effectivement, un secteur, là aussi, plusieurs chiffres ont été très frappants ce matin, de petites entreprises, voire de formes de bénévolat ou en tout cas de passion à côté d'une autre activité qui est quand même très marquante de cette filière, à la fois un élément évidemment positif lorsqu'on a cet élément de passion qui anime un certain nombre d'acteurs et évidemment une difficulté aussi bien entendu de rentabilité lorsqu'on est sur des opérations plus petites et sur des entreprises vraiment de taille très, très réduite. La spécificité des courses, même si on l'a beaucoup vu ce matin, c'est quand même effectivement que la position de l'État est forcément assez particulière, vous l'avez vu, avec notamment ce monopole sur les courses, en tout cas sur les paris en dur, donc en opposition aux paris en ligne Internet, qui donne là aussi une relation entre la filière et cette partie de la filière sur les courses et l'État assez particulière.
Pour autant, notre approche au niveau du gouvernement et au niveau de l'État est bien d'avoir une logique de filière. Je vous le disais à l'instant, on a regroupé récemment, d'ailleurs dans le cadre d'une réorganisation au sein du ministère de l'Agriculture, l'ensemble des filières dans un même service pour quelque part avoir la volonté, en tenant compte de cette diversité, de cette spécificité que je citais à l'instant, néanmoins d'avoir la même logique, c'est-à-dire, pour être très clair, une logique, si je puis dire, et si vous me passez l'expression, dictée par l'aval, c'est-à-dire par les débouchés de cette filière. Le ministère de l'Agriculture a parfois eu, par le passé, un peu ce défaut-là, ou en tout cas a été perçu comme tel, de s'intéresser principalement aux agriculteurs. N'oublions pas évidemment que quelles que soient les filières, et on a beaucoup entendu parler de certaines d'entre elles au cours des dernières semaines en France et en Europe, l'enjeu numéro 1 est bien entendu les débouchés des filières et donc l'aval de ces filières. Donc c'est aussi un enjeu important pour l'activité autour des filières du cheval, on va y revenir. Plus spécifiquement, si je peux faire avancer... Tous les mêmes difficultés avec ce machin, alors c'est dans l'autre sens. Okay. Ah voilà, merci. Sur la partie plus spécifique des fonds européens dont je voulais vous parler, c'est-à-dire sur la politique agricole commune, là pour compléter aussi peut-être un petit peu ce qui a été donné tout à l'heure dans le panorama, effectivement, je vais revenir tout à l'heure spécifiquement au crédit du ministère de l'Agriculture, mais c'est important, je pense, pour chacun d'entre vous d'avoir conscience, je pense qu'un grand nombre l'ont déjà, de la place des crédits européens dans l'appui à votre filière et aux différents segments de la filière, parce qu'on a parfois l'impression que cette PAC n'est pas forcément utilisable par la filière cheval, ou en tout cas que partiellement. Donc je vais quand même prendre quelques minutes sur cet aspect européen et soutien, notamment sur la nouvelle PAC, donc, qui couvre la période 2014-2020, comme l'ensemble des fonds européens, avec quelques spécificités quand même très fortes, dont certaines qui vous concernent directement. Alors en particulier sur le premier pilier de la PAC, où on va effectivement retrouver davantage la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle les DPB, donc les droits au paiement de base. Alors pour rester dans ce vocabulaire un petit peu techno de la politique agricole commune, qui remplace les droits à paiement unique, sur lesquels il y a une possibilité, même pour des exploitations agricoles qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à maintenant, de pouvoir en bénéficier à des conditions qu'on a détaillées plus avant dans certaines notes plus précises, mais sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure, ou soit en question, soit même en aparté de mon intervention dans les moments de pause qu'on aura dans la journée. Donc ça, c'est quand même un élément important. Ça permet même, dans certaines conditions qui là aussi seront à préciser, à certains centres équestres de bénéficier de ces DPB, de ces droits à paiement de base, qui sont quand même le socle de départ du premier pilier de la PAC, des aides directes de la politique agricole commune. La spécificité aussi qui a été négociée par le gouvernement lors des discussions européennes en 2012-2013 sur le fonctionnement de cette nouvelle politique agricole commune 2014-2020 a porté en particulier sur une valorisation des 52 premiers hectares. Là aussi, c'est un dispositif important parce qu'il a été négocié âprement par beaucoup d'États membres, mais qui a de l'importance puisque, on l'a vu tout à l'heure, même s'il y a eu discussion que j'ai bien entendu sur le chiffre moyen, notamment pour les centres équestres d'hectares sur lesquels le centre est installé, on est très clairement, évidemment, en dessous de ce seuil de 52 hectares. Donc, c'est important d'avoir bien en tête qu'il y a une survalorisation de ces exploitations en dessous de 52 hectares sur l'ensemble de la PAC, et donc en particulier dont doivent pouvoir bénéficier beaucoup de centres équestres quand ils sont éligibles au dispositif. Ça, c'est la contrainte que je citais juste avant. Deuxième évolution très forte sur la politique agricole commune, elle concerne ce qu'on appelle le deuxième pilier, ou le FEADER, où là, le choix qui a été fait en France, qui était déjà le cas dans plusieurs États membres de l'Union européenne, est de décentraliser la gestion de ces fonds européens, donc de confier la responsabilité de l'autorité de gestion aux conseils régionaux depuis donc la nouvelle programmation. Dans les faits, ça a réellement débuté en 2015, puisque 2014 a été une année dite de transition. Et donc on a aujourd'hui effectivement la responsabilité de la gestion de ces fonds, et en particulier le choix d'ouvrir ou de ne pas ouvrir un certain nombre de mesures dans les mains des conseils régionaux. Alors évidemment,
Il n'aura échappé à personne que les conseils régionaux, en particulier dans la région où nous sommes aujourd'hui, vont être un petit peu soumis à quelques contraintes d'organisation dans les mois qui viennent. Donc ça peut compliquer un petit peu les choses. Dans les faits, les programmes de développement de chacune de ces régions, donc les 27 programmes de l'État membre France pour chacune des régions, sont en finalisation d'adoption. La plupart d'entre eux ont été adoptés par la Commission européenne. Ceux qui ne le sont pas le seront dans les semaines qui viennent. Et la fusion des régions ne modifiera pas ces programmes puisque, par exemple, pour prendre l'exemple de la région où nous sommes aujourd'hui, la future Normandie gérera jusqu'à la fin de la période, donc jusqu'à fin 2020, 2 programmes de développement rural donc, pour les 2 ex-régions. Donc on n'aura pas de discontinuité, en tout cas sur les programmes. Les mesures qui sont ouvertes dans l'une et l'autre des 2 régions actuelles seront pilotées par la future région fusionnée. Donc on sera quand même dans la continuité, mais c'est vrai que la mise en route est un petit peu plus longue et que du coup, je sais que ça va faire réagir un certain nombre d'organisations de niveau national et on le comprend bien, on peut avoir des situations qui seront différentes évidemment d'une région à l'autre. C'est aussi bien entendu l'intérêt de cette décentralisation. Donc dans certains cas, certains d'entre vous ont eu effectivement à aller rencontrer de fait plusieurs exécutifs régionaux pour être sûr que le cheval dans les régions où il compte sera bien pris en compte dans ces programmes de développement rural. Donc, qu'est-ce que ouvre ce deuxième pilier? Vous l'avez sur la diapo en termes de rappel. On retrouve les principales mesures qui sont appuyées effectivement par le FEADER, notamment autour de l'installation et de la modernisation des exploitations agricoles. Ça, c'est des sujets quand même très importants. Et bien entendu aussi la compensation des handicaps naturels, ce qu'on appelle là aussi dans le vocabulaire techno, j'avais promis de ne pas le faire trop, mais un petit peu quand même, l'ICHN, qui est effectivement quelque chose qui est très important là aussi pour un certain nombre d'éleveurs d'équidés. On a effectivement cette possibilité dans des zones de montagne ou des zones défavorisées de retrouver cet appui très particulier et avec des montants qui ont été très fortement revalorisés sur l'ICHN. On signale particulièrement en bas de ce slide effectivement deux MAEC, donc les mesures agro-environnementales et climatiques, qui sont effectivement importantes là aussi pour des éleveurs d'équidés. Cette mesure qu'on appelle polyculture élevage, qui est assez effectivement significative dans le cas où on a dans son élevage des chevaux, et effectivement plus particulièrement encore, là on est encore plus spécifique sur le domaine équidé, la MAEC qui s'intéresse effectivement aux races dites menacées, où le travail qui a été fourni par l'INRA a permis de dresser une liste des races qui sont concernées, et on retrouve la totalité des races d'équidés qui étaient candidates à cette présence sur la liste. Donc c'est une mesure qui est assez ouverte, en tout cas en cadrage national. Je ne reviens pas sur ce que je viens de dire à l'instant. Après, elle est prise en charge et ouverte dans telle et telle région en fonction du choix des exécutifs régionaux, bien entendu. Alors plus spécifiquement, encore une fois, même si ça a déjà été dit en partie par Jean de Chevigny tout à l'heure, reprendre quelques éléments d'appui du ministère de l'Agriculture et d'ailleurs du ministère des Sports également. Je crois que là, vous l'avez vu tout à l'heure, en tout cas sur un certain nombre de sujets et notamment sur le pilotage et le financement de l'Institut français du cheval et de l'équitation. On est en cofinancement entre le ministère de l'Agriculture et le ministère en charge des Sports. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Mais donc l'ensemble des financements, il a été dit à juste titre tout à l'heure que le plus important c'était bien le financement effectivement de cet institut. Néanmoins, on a toujours aujourd'hui un certain nombre de crédits d'intervention plus directs donc qui s'élèvent en 2015, vous le voyez, à un peu moins de 5 millions d'euros. Et donc effectivement pour l'IFCE, puisqu'on est en train de dresser ce panorama des financements par l'État, on est de l'ordre de 50 millions d'euros en termes de subventions apportées à l'IFCE, comme je le disais à l'instant, en plus grande partie par le ministère de l'Agriculture, mais dans une partie importante aussi par le ministère en charge des Sports. Vous avez quelques éléments de repère qui vous sont donnés sur la façon dont ces crédits d'intervention pour le ministère de l'Agriculture sont utilisés donc, sur ces 4,6 millions d'euros.
Ce qui est important, c'est de redire effectivement ce qui a été précisé tout à l'heure par Jean de Chevigny, c'était cette utilisation via pour un certain nombre des crédits, des appels à projets qui permettent effectivement d'essayer de cibler au mieux les utilisations et ces crédits pour qu'effectivement on puisse, sur des budgets qui, on peut le reconnaître, ne sont pas en soi énormes, mais permettent de faire un vrai effet levier sur des projets économiques dans les territoires au service effectivement de projets autour de cette filière équine. Sur le financement de l'Institut français du cheval et de l'équitation, ce qui est important à avoir en tête, et ça sera redit probablement par plusieurs collègues de l'IFCE qui interviendront ce matin et dans l'après-midi, on a un institut sur lequel on a retravaillé très clairement les objectifs, notamment, ça s'est traduit par l'écriture de ce qu'on appelle un contrat d'objectifs et de performance, donc qui est une façon pour l'État, en partenariat avec ses établissements publics, de dresser des objectifs prioritaires. Ce contrat d'objectifs et de performance a été signé en décembre l'année dernière, décembre 2014. Il est valable pour 3 ans et il recentre effectivement pour l'IFCE des priorités qui sont reprises sur le slide. Donc en particulier un appui à la filière de façon à permettre le développement de l'autonomie de cette filière. Donc ça rejoint ce que je disais sur le volet crédits nationaux juste avant. L'objectif, c'est effectivement de jouer l'effet levier et d'aller aider là où il y a encore besoin d'aide pour que la filière, dans un deuxième temps, se retrouve en situation de pouvoir, je dirais, voler de ses propres ailes. Beaucoup d'éléments phares, effectivement, là aussi, qui ont déjà été cités ce matin, autour de la recherche en particulier, autour également de la formation, et puis, bien entendu, toute la question du patrimoine matériel et immatériel, et en particulier de l'équitation à la française, qui est porté là aussi par l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est aussi une des raisons phares de notre capacité à copiloter, comme je le disais tout à l'heure, cet institut par le ministère à la fois chargé de l'Agriculture et le ministère chargé des Sports. Voilà, donc en termes de présentation initiale, je vais peut-être en rester là, mais on pourra échanger sur les questions que vous auriez par rapport, encore une fois, à cet appui à la fois au niveau national et au niveau européen à l'ensemble de la filière. Justement, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour M. Gull, avant qu'on passe au point suivant? Il y a une main qui se lève. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, avant de poser votre question. Oui, bonjour. Vincent André, responsable conseil du pôle EquiCER Mayenne-Sarthe. Donc vous nous avez fait une présentation là, qui est plutôt, on va dire, de bonne facture pour notre filière. Or, sur le terrain, nous, on voit poindre depuis quelques jours une inquiétude très forte, puisque sur les Pays de la Loire, les directions départementales des territoires communiquent vers les entraîneurs de chevaux de course sur une perte potentielle et probable de leurs aides du premier pilier au regard de leur code APE qui serait non éligible au nouveau contexte de la PAC. Par rapport à ça, je ne vous cache pas que ça crée un mouvement un peu de panique sur nos territoires, notamment de la part de jeunes installés qui, le plus souvent, ont, pour pouvoir se porter acquéreurs de sites, dû négocier les DPU historiques des exploitations et qui, aujourd'hui, pourraient se retrouver sans ces aides. Donc, on a une vraie inquiétude qui est en train de naître sur le terrain des Pays de la Loire. Donc je voulais savoir ce qu'il en était réellement. Alors comme je disais tout à l'heure, on a ce qui a été mis en place sur les aides du premier pilier est plutôt un système de convergence, c'est-à-dire que ça permet de faire entrer dans ces aides de type DPB que vous citiez à l'instant, dans les ex-DPU, donc ces droits à paiement, qui sont vraiment, encore une fois, le socle du premier pilier, ça permet de faire rentrer des agriculteurs qui n'en bénéficiaient pas précédemment, pour diverses raisons. Alors pour certains d'entre eux, ils auraient pu en bénéficier, mais n'ayant pas connaissance des dispositifs, ne l'avaient pas demandé dans la période précédente, et pour d'autres, effectivement, ne remplissaient pas les critères et les remplissent cette fois-ci. Donc le fait, à l'inverse, qu'on ait des agriculteurs qui sortent du système, en première approche me semble très étonnant, mais de toute façon je ne vais pas pouvoir vous répondre en direct sur tel et tel cas. Je note effectivement la question, en tout cas sur la région Pays de la Loire, mais peut-être plus spécifiquement, vous me direz en aparté sur les départements concernés, puisque vous citez certaines DDT, de façon à ce qu'on vérifie avec eux que l'information qu'ils diffusent est exacte ou pas. Mais a priori, on ne devrait pas être dans un système de sortie du système de droit à ces paiements, au contraire une capacité à intégrer des nouveaux agriculteurs qui pourront en bénéficier. Donc il faut qu'on vérifie plus précisément bien sûr sur les dossiers que vous avez
vous avez éventuellement en repère, mais a priori, on ne devrait pas être dans ce système-là. Sachant que, c'est pas pour excuser mes collègues de DDT, mais la période de mise en route de la nouvelle PAC est un peu compliquée pour tout le monde et que peut-être effectivement ça pourrait expliquer des informations imparfaites vis-à-vis des bénéficiaires potentiels. Donc on va prendre ça très au sérieux parce qu'on est en train de suivre avec l'organisme payeur de façon très serrée, de façon à ce que les aides soient versées avant la fin de l'année 2015. Mais c'est important d'avoir ces exemples précis, si vous pouvez me les donner a posteriori. Alors, on a le temps pour une ou deux autres questions. Il y a une personne au premier rang, s'il vous plaît. Et puis, il y a une autre au fond de la salle. Si la réponse n'est pas trop longue, on aura peut-être le temps de passer les deux questions. Question courte, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Marianne Dutoit, Fédération nationale du cheval, FNSEA. Alors, je suis désolée, mais pour avoir suivi plus d'un an cette négociation autour de la PAC et pour avoir participé à faire entrer le cheval dans cette PAC, je suis désolée quand même de vous dire très concrètement qu'effectivement ce qui vient d'être dit est vrai, puisque le cheval au départ devait rentrer sous condition d'avoir une activité agricole en 2013. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand même. Le 12 mai 2015, il y a une note qui est sortie des services effectivement du ministère qui nous a donné des conditions incroyablement difficiles pour rentrer dans cette PAC. Et très concrètement, on a une trentaine de conseillers chambres d'agriculture qui ont motivé les entraîneurs de course, les agriculteurs diversifiés dans le cheval, les centres équestres à rentrer dans cette PAC. Aujourd'hui, nous savons d'ores et déjà que 40% des agriculteurs qui touchaient la PAC hier, premier et deuxième pilier, parce que chez nous, l'important quand même, c'est le deuxième pilier de la PAC, ne pourront pas accéder à ces aides-là. On a effectivement plus de 15% de jeunes agriculteurs qui ont rentré dans leur plan de développement, économique, ces aides PAC. Ils ne peuvent pas y rentrer aujourd'hui. On a les chiffres. On est effectivement en négociation avec le ministère de l'Agriculture et nous demandons très clairement que pour 2015, on a des solutions, heureusement pour 2016. On demande des solutions au cas par cas pour 2015. Mais vraiment, le concret, on l'a, malgré le fait qu'effectivement les DDT n'aient pas tout traité et on sait la difficulté, les chambres d'agriculture ont beaucoup travaillé sur le sujet, on sait la difficulté pour rentrer dans cette nouvelle PAC. Aujourd'hui, nous vous demandons, et je le redemande officiellement, nous avons besoin de traiter au cas par cas. Il n'est pas question pour la filière agricole de perdre des agriculteurs qui pouvaient bénéficier de la PAC avec un revenu, un EBE, à moins de 9 000 € dans nos entreprises équestres. C'est juste pas possible. Donc je voulais le souligner. Excusez-moi de cette intervention un peu, mais on ne peut pas en rester là. Et nous demandons et nous réaffirmons notre volonté, tous unis sur le sujet, pour que nous ayons au moins droit à cette PAC. Alors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous confirmez qu'effectivement, en 2016, on est en train d'aboutir, il n'y aura pas de différence de traitement sur la période 2014-2020. Donc, ce qu'on obtient pour 2016 est obtenu pour 2015 également. Simplement, la convergence, elle se fait jusqu'en 2019, effectivement. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc, ça veut dire qu'il y a des agriculteurs qui ne toucheront pas, mais ça, c'était prévu depuis le départ, que cette convergence, pour ceux qui ne touchaient pas les DPB précédemment, les toucheront progressivement. Alors, effectivement, elle aurait pu être non linéaire, si je puis dire, cette convergence. Elle va être plus lente que ce qu'on avait pu imaginer. Mais en tout cas, il n'y a pas de différence d'inclusion entre l'année 2015 et l'année 2016. Donc, les situations qu'on est en train de régler avec vous sur l'année 2016 le seront depuis le départ, puisque de toute façon, les règles seront les mêmes et sont les mêmes depuis 2014 sur l'application de cette nouvelle PAC. Donc, effectivement, l'objectif, c'est bien cela. Et puis, au-delà de cette entrée ou sortie dont on parlait depuis le départ, encore une fois, gardons bien à l'esprit les mesures nouvelles et en particulier la bonification sur les 52 premiers hectares sur lesquels on est quand même dans une situation, certes, qui n'était pas ciblée pour les équidés, hein, c'est très clair, ça incluait l'ensemble des agriculteurs, mais qui, de fait, va donner un coup de pouce sérieux sur cette PAC pour le monde du cheval, ce qui est quand même pas négligeable du tout. Il y avait une dame tout à l'heure qui avait une question, si vous souhaitez toujours la poser. C'était la même? D'accord. Ben écoutez, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est passer maintenant à l'intervention de Claire Candillac. Merci, Monsieur Gull. Claire Candillac, qui est donc chargée d'une veille réglementaire pour l'IFCE et qui va vous parler de ce qui se profile du point de vue de la réglementation européenne pour notre secteur. Voilà. Donc, je suis effectivement chargée de surveiller un petit peu ce qui se passe au niveau des questions européennes.
Comme nous n'avons que 10 minutes, je vais être très concise. Les questions européennes, c'est une nébuleuse, en fin de compte, assez importante. Il y a d'une part les textes réglementaires en cours de négociation. Il y a d'autre part les thèmes qui émergent et qui seraient susceptibles de devenir plus tard des textes de loi, en quelque sorte, de loi européenne, alors règlement ou directive, mais de loi. Et ces textes, il faut aussi les surveiller de très près. Là, je veux penser au bien-être. Il y a des politiques communes qui sont en place ou qui se réforment, etc. Là, je voulais parler de la PAC et M. Bull l'a très bien fait, donc je n'aurai pas forcément à y revenir. Et puis, il y a des opportunités, des tendances sur lesquelles il faut également avoir l'œil parce qu'elles peuvent permettre peut-être au cheval de mieux bénéficier des aides de la PAC. Alors, excusez-moi, parce que voilà. Lorsqu'on parle de la négociation au niveau européen, il faut bien avoir à l'esprit que l'ensemble de ce type de questions dont je vous ai parlé, donc les textes, les thématiques communes, les politiques communes, les opportunités, etc., ne concernent pas seulement le cheval, mais concernent toutes les filières. Et ça, c'est un élément très important pour comprendre comment, du coup, se situe le cheval sur l'ensemble de ces questions. Or, la filière cheval a une spécificité très importante, elle est minoritaire, mais ça vous le savez, j'imagine très bien. Pour vous donner simplement un chiffre qui me semble très éclairant, on estime qu'il y a à peu près 6 millions de chevaux en Europe, et par contre il y a 88 millions de bovins, donc ça fait à peine 7%. Donc ça vous donne une bonne image de ce que peut peser le cheval au niveau des négociations européennes. Ensuite, alors non seulement elle est minoritaire, mais elle est aussi totalement atypique. Et ça pèse aussi énormément dans les négociations. Vous avez une filière dont la destination première n'est pas la consommation, comme la plupart des autres filières animales, mais des utilisations avec un panel extrêmement varié, extrêmement riche, qui va du sport au loisir, à la médiation, à l'art. Enfin, les utilisations que l'on fait aujourd'hui du cheval sont extrêmement riches, extrêmement diverses. Et dans les négociations, c'est donc, Monsieur Bull est trop grand. C'est donc un animal tout à fait atypique, donc minoritaire et atypique. Et ça, ce sont vraiment deux éléments de base. Si on ne les a pas à l'esprit au moment des négociations, il est très difficile de comprendre comment ça se passe. Les textes en négociation, nous en avons actuellement 4. Un que l'on nomme par raccourci zootechnie et qui traite des conditions zootechniques d'importation et d'exportation des animaux dans l'Union européenne. Donc dans l'Union et hors de l'Union européenne. C'est donc, comme je vous disais, c'est un texte multifilière. Le texte suivant est un texte de base sur la santé animale et il va déterminer certainement beaucoup d'autres choses sur les textes existants. Le troisième est un projet de règlement sur les médicaments vétérinaires. Le quatrième, que l'on ne voit pas là, est un projet de directive sur le clonage. Là, il intéresse peut-être moins massivement le cheval, il n'empêche qu'il peut toucher les entreprises qui s'occupent ou qui traitent de clonage. Sur chacun de ces 4 textes, évidemment, les questions qui sont en négociation changent en permanence et elles changent également en parallèle. C'est-à-dire que lorsque vous avez une négociation au Conseil, donc au Conseil de l'Union européenne, donc entre les États, certains points sont soulevés. Lorsque vous avez une négociation au sein du Parlement européen, donc qui regroupe des partis politiques et des représentants de 28 États, vous avez d'autres questions qui sont soulevées. Mais en gros, concernant le premier règlement, ce sont les questions d'organisation des organismes de sélection, de définition de la race, de définition donc des questions aussi qui changent en permanence, mais des techniques de reproduction, bien sûr, des questions d'agrément des organismes de sélection, et puis le calendrier de mise en œuvre, le pouvoir laisser ou non à la Commission de prendre à la suite de ces actes-là des actes délégués, etc. En ce qui concerne le règlement santé animale,
il y a pour l'instant une question qui émerge et qui touche l'identification des chevaux. A priori, comme ça, quand on parle santé animale, on n'imagine pas, mais en réalité, dans la mesure où il y a derrière les questions de traçabilité, il y a une question qui touche le cheval et qui concerne son identification. Et puis, dans le règlement médicaments vétérinaires, il y a notamment qui émergent les questions dont vous allez parler cet après-midi, alors sur l'exclusion ou non, les procédures d'exclusion de la chaîne alimentaire, l'éventuel SAS de 6 mois pour réintroduire des chevaux dans la chaîne alimentaire, etc. Des questions que vous allez aborder par contre beaucoup plus sur le fond cet après-midi. En ce qui concerne le clonage, l'objectif du Parlement européen était d'interdire le clonage complètement. La Commission proposait une mesure un peu plus nuancée avec une limitation du clonage. Pour l'instant, le Parlement a voté le 8 septembre en faveur de l'interdiction du clonage. Le texte doit maintenant repartir en négociation au Conseil et on verra. A priori, il devrait aboutir dans ces termes-là, mais ce n'est pas non plus certain. En ce qui concerne les dossiers qui sont en quelque sorte sensibles, dont on parle, mais par contre dont on ne sait pas encore s'ils prendront ou non la forme d'un texte réglementaire, nous avons donc le bien-être animal. Pour ceux qui connaissent les étapes, donc, il y a eu un plan d'action de la Commission 2012-2015 qui a abouti par la rédaction d'un rapport fait par le Eurogroup for Animals de Bruxelles, un rapport sur le bien-être du cheval. Alors toutes les espèces animales sont concernées bien sûr par ce plan d'action sur le bien-être animal, mais ensuite les différents groupes ont travaillé par espèce. Et c'est donc un rapport du Eurogroup for Animals qui a fait le rapport sur le cheval, et vous entendrez notamment le responsable de ce rapport cet après-midi. Aujourd'hui, donc le rapport s'est achevé en fin 2014, il a été publié en début d'année 2015. Aujourd'hui, les prochaines étapes, c'est au mois d'octobre, on connaîtra la décision de la Commission par rapport à la suite donnée au plan d'action 2012-2015, donc sa politique pour 2016-2020. Est-ce qu'elle va s'orienter vers un projet de loi, vers un code de bonne conduite? On ne sait pas encore. Lors d'une réunion au Parlement européen, une députée britannique qui suit de très près ce sujet-là parlait plutôt d'un code de bonne conduite. Mais tout ça, c'est justement pour parler, en discussion, en négociation. Voilà. Donc, le dernier grand thème, ce sont donc les politiques communes, et pour le cheval, c'est essentiellement la politique agricole. Alors là-dessus, je ne vais pas revenir dessus, puisque M. Bull a traité largement le premier pilier. Le deuxième pilier, nous en sommes donc vraiment à sa mise en œuvre. 19 plans, à ma connaissance, de régionaux de développement ont été adoptés pour la France, sur 30, donc il en manque encore à peu près la moitié. Mais je pense que ça va se faire très vite, parce que depuis juillet, le rythme s'est nettement accéléré. En juillet, il n'y en avait quasiment aucun. Et alors je pense que pour la filière cheval, s'il fallait résumer, je pense que là, il y a vraiment des opportunités à saisir, pas seulement dans la nature des plans de développement régionaux et dans les mesures qui sont mises en œuvre, mais dans le fait qu'elles soient gérées au niveau régional, donc des services de proximité, et c'est notamment vrai pour la région, bien sûr, pour la région Basse-Normandie, parce que tous les dossiers européens sont des dossiers financiers extrêmement lourds, en tout cas inabordables pour un professionnel isolé. Ça veut dire qu'ils ont besoin de se mettre ensemble, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être beaucoup épaulés, beaucoup soutenus. Et le fait que ce soit une gestion de proximité et que les services régionaux soient là pour aider les professionnels qui veulent se lancer dans l'entreprise, je pense que cela peut être une véritable opportunité. Ensuite, il y a bien sûr dans les opportunités des tendances à l'œuvre qui sont tout à fait favorables au cheval. La réforme de la politique agricole, une politique plus verte, plus orientée vers le développement durable, vers le développement aussi de l'emploi. Et le cheval peut être un très bon facteur de développement de l'emploi rural. Donc il y a là des opportunités à saisir. Et si en plus il y a des services de proximité pour aider les entreprises, cela peut être vraiment un point positif. Et c'est là où l'Europe peut avoir vraiment un impact positif. Voilà, je vous remercie.
Est-ce qu'il y a des questions pour Claire, qui s'est vite raciste, mais qui aura peut-être des questions dans la salle, alors, sachant qu'on est évidemment un petit peu limité par le temps, mais on a quand même le temps pour 2-3 questions. Bonjour, Karine Groual. Depuis, donc ça fait 2 intervenants que nous voyons, là, que nous entendons, on entend la particularité du fait qu'on puisse profiter de nouvelles opportunités grâce à la PAC, en sachant qu'on passe en dernier dans leur sens de priorité. Comment on va profiter de ces aides? Alors, concrètement, il faut que vous, dans la mesure où la situation est différente d'une région à l'autre, il faut que vous vous rapprochiez des services de la région qui sont en charge de gérer ces fonds, que ce soit le FEDER ou alors l'ensemble des fonds, puisqu'elles sont chargées aussi, c'est la première fois, c'est une réforme, de gérer en commun l'ensemble des fonds européens. Ça peut être aussi bien du fonds social que du FEDER, que du FEADER, etc. Et ce sont ces services-là qui vous diront, lorsque vous présenterez votre activité, qui vous diront à quelle mesure vous êtes éligible. Il est bien évident que le cheval n'apparaît pas, ou très rarement, dans les mesures qui sont édictées. En revanche, lorsque vous regardez le contenu des mesures, il y en a beaucoup auxquelles la nature de votre activité vous permet d'accéder. Mais, pardon ? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf qu'une fois que vous avez fait votre dossier, vous apprenez que l'ordre des priorités, c'est bovin, ovin, et que la filière équine est en dernier. Vous êtes dans quelle région? Des dossiers. Vous êtes dans quelle région, excusez-moi? Basse-Normandie. Alors, je ne sais... Ouais, alors, par contre, Moi, je ne l'ai pas constaté. Au niveau du deuxième pilier, je ne pensais pas, vous me prenez quelque chose, je ne pensais pas qu'il y avait officiellement cette hiérarchie. Mais là, c'était la région, voilà, c'est la région qui doit vous répondre. Alors, il y avait le conseil régional qui peut peut-être apporter une réponse avant que Camille Verken, la directrice du syndicat des éleveurs de chevaux de sang, s'exprime également. On va vous apporter un micro, monsieur. Merci. Non, je pense qu'il n'y a pas une hiérarchie qui positionne la filière équine en arrière. Globalement, dans le plan de développement rural que la région Basse-Normandie a élaboré avec l'ensemble des acteurs de l'élevage au pluriel, la filière équine est traitée au même niveau que les autres. Alors il y a bien sûr beaucoup de critères à prendre en compte dans la déclinaison, comme toutes les régions le font, à partir des règles qui nous ont été dictées au niveau européen. La question de l'emploi, de l'installation, de l'investissement, y compris sur la politique environnementale avec les MAEC, l'élevage est traité de la même manière, quel que soit le type d'élevage. Donc je pense que là, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Non. Et donc, alors après, il y a effectivement des critères qui sont à atteindre pour essayer de faire monter en puissance, je dirais, toute la durabilité même du métier et l'inscription dans le territoire, mais on n'a pas là dissocié, et surtout pas en Basse-Normandie, on n'a pas mis l'élevage hors de l'atteinte de ces critères. Je crois que c'est pas... Après, bon, chaque cas est un cas, donc je ne sais pas là s'il y a vraiment des éléments, mais franchement, la filière équine ici dans cette région, elle n'est pas en arrière. Je parle du FEADER, mais aussi sur les autres secteurs de financement et les autres fonds possibles, y compris le soutien de la région. Je crois qu'à ce niveau-là, la filière équine n'est absolument pas mise à l'écart, loin de là. Y compris d'ailleurs sur le soutien aux autres secteurs d'activité. On a parlé de recherche, formation et autres. Les éléments sont pris en compte. Je vous remercie. Camille Verken avait une question. Donc, directrice du syndicat des éleveurs de chevaux de sang pour les courses. Alors, merci beaucoup à Claire Cordillac pour cette présentation très détaillée. Et écoutez, il y a quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que finalement, la filière cheval, elle s'organise plutôt bien au niveau européen. Il y a des gens très compétents, Claire en fait partie, elle assure une veille très importante pour nous. Pour certains syndicats, on est organisé aussi un peu en superstructure au niveau européen. On est présent à Bruxelles, on a des lobbyistes, on fait partie de groupes, vous le verrez cet après-midi, comme le European Horse Network, qui est une structure très intéressante. Et finalement, on arrive à bien se débrouiller. Quelque part, les travaux qui sont en cours, notamment sur le règlement zootechnie, en sont un très bon exemple. Et on arrive à trouver ensemble une ligne de défense
quelles que soient nos origines, c'est-à-dire trot, galop, chevaux de sport, on arrive à trouver finalement le dénominateur commun et on construit des argumentaires qui sont très sérieux. Finalement, aujourd'hui, ce qui est un petit peu à déplorer, c'est qu'on a beaucoup de mal à communiquer avec nos ministères pour connaître leur position sur certains dossiers au niveau européen. On a du mal à savoir quelle position exacte ils défendent. Alors j'aimerais qu'on ait plus de ponts entre les syndicats qui représentent donc, les socioprofessionnels et nos ministères de tutelle qui font aussi un très bon travail, mais il faudrait finalement qu'on arrive à connaître un peu le contenu des dossiers qu'ils défendent aussi au niveau européen pour qu'on soit tous un peu sur la même ligne. Ce serait intéressant. Monsieur Gud, une réponse sur les communications? Alors oui, ça va me permettre de préciser ce que je disais tout à l'heure sur l'intervention de l'État et notamment via cet institut technique qu'est l'IFCE. Je crois que la démarche que vous avez, c'est la bonne, c'est effectivement de travailler avec l'IFCE sur la partie veille. Le travail qu'on fait aujourd'hui avec cet institut, c'est de faire en sorte que, effectivement, au-delà d'une veille, je dirais un peu neutre, qu'à un moment donné, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est une veille informative de qualité, etc., comme vous l'avez souligné, que ça puisse bien fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en travaillant avec l'IFCE, vous puissiez avoir effectivement, de façon beaucoup plus claire, les positions défendues par l'État. Parce qu'on ne va pas démultiplier les interlocuteurs pour vous, c'est important qu'on ait ce rôle-là de veille unique. Ça avait été pointé de façon très nette dans des groupes de travail qu'on avait fait avec l'ensemble de la filière avant de mettre en place le nouveau contrat d'objectifs dont je parlais pour l'IFCE. C'est apparu assez clairement la volonté d'avoir de fait une réponse cohérente sur la partie relation avec l'Europe, parce que sinon on se retrouve effectivement dans des situations où on a des intérêts divergents. Ça c'est possible au sein de la filière, mais qu'en tout cas au moins on ait les mêmes informations et que la position de l'État, qui est alimentée aussi évidemment par vos souhaits et par vos positions, pour nous soit aussi synthétique que possible. Merci Monsieur Gull, merci Camille Verken. Allez-y Claire Cordillac a une précision à apporter. Oui, tout à fait. Non, c'était pour reprendre ce qu'a dit Camille. Effectivement, il y a quelque chose, et là je suis coupable, il y a quelque chose dont j'ai totalement oublié de parler lorsque j'ai présenté la spécificité de la filière, c'est qu'effectivement, au niveau européen, je trouve que l'organisation de la défense de la filière est remarquable. C'est-à-dire l'unité et la façon, que ce soit à travers le COPA-COGECA ou à travers l'EHN, donc le European Host Network, ça fonctionne très très bien. Et pour une filière justement minoritaire, je suis désolée, mais dont c'est un peu la faiblesse, par contre, elle a une grande force dans sa façon de se rassembler et de fonctionner ensemble. Bien, alors on est pour le coup bien en retard. Pascal Biolac, il paraît que vous êtes un homme d'une grande concision, donc ça tombe bien. Président du groupe Cheval du COPA, qui est le comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne. Alors, le COPA Quesaco, ça va être la première indication de M. Biolac dans sa présentation. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je vais vous faire un peu d'histoire. Donc, je m'appelle Pascal Biolac, je suis président du groupe Cheval du COPA-COGECA depuis 2013 et mon mandat se termine en 2017. J'étais auparavant depuis 2010 membre du COPA-COGECA, groupe Cheval. Donc qu'est-ce que c'est que le COPA-COGECA ? Le COPA-COGECA, c'est une institution agricole européenne, puisque COPA veut tout simplement dire Confédération des organisations professionnelles agricoles. La gestation du COPA commence en 1957 au traité de Rome. En 1958, la Commission européenne, qui avait déjà défini les bases de travail sur l'agriculture, a invité les agriculteurs à participer à une première conférence. Puis en 1958, le COPA s'est créé. Et en 1959, le COGECA. Alors le COGECA, c'est la partie coopérative agricole, qui nous concerne peut-être un tout petit peu moins. Et ces deux organisations qui avaient les mêmes stratégies au niveau européen à aborder ont fusionné en 1962. Voilà un peu pour la partie histoire. Sur les chiffres, le COPA-COGECA, c'est 13 millions d'agriculteurs et leurs familles disséminés dans l'ensemble de l'Union européenne. Sur les 28 États membres, 26 aujourd'hui adhèrent au COPA-COGECA. Et pour vous donner une idée, dans le groupe Cheval, il y a 17 membres très actifs. Et les deux membres qui ne font pas partie du COPA-COGECA sont deux pays qui ont des problèmes financiers pour des problèmes d'adhésion pour l'instant, mais c'est en train de se régler. Voilà pour poser la base de ce qu'est le COPA-COGECA. Aujourd'hui, au sein du COPA-COGECA, pour la France, siègent deux organisations.
principalement la FNSEA et la PCA, donc la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, je parle sous le contrôle de Marianne, et la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Donc sur le mandat que j'occupe actuellement, je représente la FNSEA, puisque je représente une famille spécialisée de la FNSEA. Il y en a deux dans le cheval, c'est la FNC, Fédération nationale du cheval, que préside Marianne Dutoit, et le groupement hippique national que préside Philippe Audiger, et que je présidais à l'époque. Donc c'est sur un mandat confié par la FNSEA et soutenu par la FNSEA que je suis président de cette institution agricole européenne. Alors je partage un certain nombre d'arguments qui ont été notamment cités par Camille Verken et puis par Claire Cordillac sur l'organisation au niveau européen. Moi ce que je voudrais dire tout d'abord, et sans faire d'auto-allumage, c'est qu'en France on a une filière cheval qui est une filière exemplaire, qui est une filière qui est bien organisée et qui est largement en avance par rapport à d'autres États membres. Et je ne veux pas minimiser notamment des pays aussi importants que l'Allemagne, mais sur les courses, on a notamment avec la partie sport et la partie élevage, un secteur qui est bien mieux organisé en France et une filière qui est beaucoup plus compétente. Elle est aujourd'hui fragilisée par un certain nombre d'actions. D'abord sur des points d'achoppement qui sont très forts, c'est la problématique de la fiscalité. Vous avez un slide actuellement affiché qui vous montre à peu près que les grands États membres sont tous à un taux plein. C'est la mésaventure qui nous est arrivée entre 2011, 2012, 2013 avec des crises successives de TVA auxquelles les différents gouvernements ont répondu par des décrets, des arrêtés en France, sans vraiment régler le problème de fond à Bruxelles. Effectivement, c'est à la fois un dossier qui est à la fois très simple et très compliqué, et en 10 minutes ça va être difficile de l'aborder, mais en tout cas aujourd'hui il manque deux pays sur ce tableau qui sont deux extrêmes. C'est la République tchèque qui, elle, utilise un taux à 27% sur le cheval, qui est en dehors des taux suggérés par la Commission européenne, puisque le taux maximum est de 25%, et la Pologne, qui utilise un taux de 8%. Mais la Cour de justice européenne ne les a pas, ni l'un ni l'autre, embêtés dans la grave crise que nous avons connue entre 2013 et 2014, avec le règlement ou la mini-sortie de crise que l'on a connue ici en France, et qui nous a permis de rencontrer notamment nos hommes politiques. Et en 2013, j'avais eu l'occasion à l'époque où il était ministre, de pouvoir rencontrer M. Moscovici lors d'une manif agricole où on avait bloqué la préfecture de Montbéliard, et il nous avait reçus en délégation, et il avait pris des engagements ce jour-là qu'aujourd'hui il est en train de tenir au niveau européen grâce au travail très actif de deux députés qu'il faut saluer au passage. Une qui n'est plus élue maintenant, c'est notre amie Sophie Oconi, qui était député européen pour la région Centre et qui n'a pas été réélu, et Éric Andrieux, qui est aujourd'hui encore élu député européen, qui nous a bien aidé à reprendre contact avec M. Moscovici pour lui rappeler ses engagements quand il est devenu commissaire européen. Donc il y a eu une rencontre qui a eu lieu au mois de mars, le 26 mars dernier, et M. Moscovici s'est engagé à réouvrir les négociations et à nous a encouragé à faire un lobby de convergence de toutes les filières sans distinction de famille, excusez-moi l'expression, parce que je pense qu'il n'y a qu'une seule famille, c'est la famille du cheval, mais le sport, la boucherie, les courses et autres. Il faut être tous unis et convergents sur ce point-là. Dans une même stratégie. C'est pour ça qu'on a avec European Horse Network des points de rencontre réguliers, puisque deux membres importants du COPA, notamment ma vice-présidente qui est suédoise, Erika Lindberg, fait partie de European Horse Network, et Klaus Mismer, qui occupe un poste important à la fédération allemande, est également membre du COPA et du European Horse Network. C'est vrai qu'il faut des politiques de convergence, et ces politiques de convergence ne peuvent être menées que par des organismes reconnus au niveau européen, ce qui est le cas du COPA-COGECA qui défend la filière agricole. Donc je pense qu'il faut qu'on soit alliés par rapport à ça. Pourquoi je positionne mon intervention directement sur la TVA? Parce que pour moi, c'est le point d'achoppement. Le point d'achoppement qui est un point d'achoppement grave, parce qu'aujourd'hui, on a, Claire l'a très bien dit d'ailleurs sur le bien-être animal, mais on pourrait aussi parler du guide du transport.
On se retrouve, puisque moi je suis arrivé il y a 2 ans à la présidence du COPA, on a eu tout un tas de travaux qui nous sont demandés par les différentes directions générales de la Commission européenne, et notamment sur le bien-être et le transport, ce qu'on appelle la DG Sanco, donc la santé, tout ce qui a trait à la santé à la fois humaine et animale, et on se retrouve à se faire imposer des choses. Alors effectivement, c'est que des guides qui ont qui posent des problématiques ou qui donnent des indications qui n'ont pas valeur de loi pour l'instant. Mais quand on creuse et qu'on travaille, qu'on demande à travailler avec ces directions, on s'aperçoit que ce n'est pas nous les professionnels ou vous les professionnels qui êtes dans la salle aujourd'hui, mais ce sont les ONG. Et alors là où c'est grave, c'est que ce sont les ONG, alors ça peut être nos clients qui défendent le bien-être animal, le fait qu'on ne mange pas de viande de cheval, le fait qu'on puisse protéger le cheval, qu'on demande le statut d'animal de compagnie pour les chevaux. Sauf que ça veut dire quoi le statut d'animal de compagnie? Ça veut dire que demain, on pourra habiter au quatrième étage dans un immeuble et avoir son cheval dans son salon. Vous imaginez les problèmes sanitaires que ça va poser? Donc et c'est aussi stupide que ça, c'est qu'aujourd'hui on est dans des discussions avec la Commission européenne, avec les différentes directions de la Commission européenne, en train de parler de bien-être animal avec des ONG. Alors, je ne vais pas vous faire le parcours de financement des ONG, parce que le financement, ça vous ferait halluciner, vous allez cauchemarder toute la nuit, mais il y a des points de stratégie qui sont utilisés par des entreprises qui ont tout intérêt à ce que ça explose en crise. Alors, ce que nous, on a défini, pour faire court, ce qu'on a défini, nous, au niveau du COPA, on a dit aux différentes directions de la Commission européenne, on est tout à fait d'accord de travailler avec vous, mais aujourd'hui, il faut laisser aux professionnels le soin de pouvoir se gérer. Parce que les professionnels, aujourd'hui, dans la filière cheval, quand ils transportent leurs chevaux, pour ce qui a trait au guide du transport, quand les professionnels transportent les chevaux, que ce soit dans les courses, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la boucherie, ils transportent leurs chevaux pour les amener en meilleure santé possible. À la boucherie, il ne faut pas que la viande soit trop nerveuse. Pour aller faire du sport, il faut que le cheval il ait passé un bon transport, sinon il n'a fait pas une bonne performance. Et en course, s'il ne fait pas un bon transport, il ne va pas faire une bonne course, donc il ne va pas gagner, donc son propriétaire ou son esseur ne va pas être content. Donc les professionnels aujourd'hui sont à même d'avoir les compétences sur le secteur, de gérer parfaitement la carrière de leur cheval et leur élevage. Effectivement, on a des ONG qui sont très bien financées, qui utilisent des images qui sont absolument abominables, mais qu'on n'a pas besoin de retrouver dans tous les guides du transport de bonnes pratiques ou dans le bien-être animal. Aujourd'hui, un centre équestre, une écurie de course est capable de savoir comment le cheval est en bonne santé, comment il va être mieux pour la course et comment il va pouvoir avoir la meilleure performance possible. Donc on a commencé à expliquer tout ça à toutes les directions européennes, et aussi stupide que cela puisse vous paraître, c'est que ça n'avait jamais été fait. Ça n'avait jamais été fait. Donc on explique aujourd'hui à ces directions que s'ils veulent qu'on les aide dans ces stratégies pour que demain il y ait un meilleur bien-être pour les chevaux, qu'il y ait un meilleur transport pour les chevaux, qu'on ait un meilleur affichage parce que c'est la France qui prône ça dans la composition de plats dans laquelle on utilise de la viande de cheval, que l'affichage soit fait, et c'est une revendication majeure de la FNSEA qui est leader sur ce dossier au niveau européen. Eh bien, il faut faire confiance aux professionnels. Pour faire confiance aux professionnels, il faut que les professionnels, ils existent dans la filière. Pour qu'ils existent, il faut qu'ils aient les conditions de vivre, et de vivre dans des bonnes conditions juridiques et dans des bonnes conditions fiscales. Or, quand on leur supprime une TVA à taux réduit, eh ben, on est en train de le vivre en France, mais on a des pays qui le vivent de façon dramatique, notamment en Irlande, où il y a des chevaux qui sont abandonnés au bord des routes. Ça commence à arriver en France. On voit ici ou là des articles dont la presse s'empare rapidement de ces sujets-là, parce qu'on touche au bien-être, on touche indirectement au poney, donc au doudou du petit gamin qui va faire du poney club tous les mercredis et tous les samedis. Donc vous voyez cette image intolérable que peut avoir la filière professionnelle derrière. Donc on a besoin d'apporter aux filières aux professionnels de notre filière des conditions fiscales, des conditions juridiques pour que demain ils soient en phase avec la politique que veut développer la Commission européenne. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est qu'on répond en tout point, même si Claire a dit qu'on était une filière un peu plus faible que les autres, notamment en termes d'animaux, on est une filière qui répond en tout point aux stratégies de l'Union européenne. On a une politique de développement, d'occupation de l'espace rural, de l'aménagement du territoire, on a une politique d'emploi, on a une politique de développement, de croissance, et on a une politique inclusive. Donc on participe à toutes les stratégies de l'Union européenne, donc on est parfaitement en phase avec ça. Moi qui
avec une autre casquette, suis maire d'une commune et conseiller départemental en charge de l'agriculture. Je suis président de mon comité technique SAFER. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de dossiers arriver dans les SAFER pour l'achat de terrain qui sont liés au cheval. Je vais faire une intervention au moment d'Équitalion pour la SAFER Rhône-Alpes. Vous savez que en Rhône-Alpes, je ne parlerai pas ici en Normandie parce que c'est plus de coutume, vous avez l'habitude ici en Normandie d'avoir beaucoup d'espace occupé par le cheval, mais en Rhône-Alpes, il faut savoir que 25% des affaires traitées en SAFER sont des affaires liées à la vente de terrain pour développer des activités économiques autour du cheval. Donc on n'a pas à rougir de notre filière, on répond en tout point aux stratégies de l'Union européenne, on a une filière, même si elle n'est pas nombreuse en termes d'animaux, qui répond à toutes les stratégies de l'Union européenne 2020. Il faut aujourd'hui, et c'est un appel que je lance, que toutes les composantes de la filière française, qui, je vous le redis, une filière d'excellence quand on se compare aux autres pays européens, on est la seule filière qui, par la LDTR de 2005, a un statut d'agriculteur pour toutes les activités équestres. Alors, ça existe dans d'autres pays, avoir le statut agricole pour élever des chevaux ou autre. Mais nous, en France, on a la particularité d'avoir le modèle des centres équestres, qui est un modèle exemplaire en Europe, qui est un modèle du cheval partagé. Mais on a le statut d'agriculteur. Dans d'autres pays d'Europe, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, au travers d'une institution comme le COPA, et si on a tous une convergence d'une filière forte française, derrière des institutions comme celle-là, on peut porter une vraie politique de développement du cheval et une vraie stratégie de développement d'une politique du cheval au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, cette politique n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, la seule structure qui est reconnue au niveau européen, c'est le COPA-COGECA, et que le cheval, même s'il est dans les courses, rentre, tant qu'il est dans l'élevage, dans le cycle d'élevage au COPA. Une fois qu'il est dans la filière course, donc il a commencé à courir, il n'est plus dans le COPA, mais on a une vraie institution qui est reconnue par le traité de Rome et qui a été instaurée à cette époque-là. Donc on a une vraie racine sur une confédération des organisations professionnelles agricoles qui peut nous permettre demain de développer une vraie stratégie, une vraie politique du cheval en Europe qui permettra de régler les problématiques que l'on connaît aujourd'hui sur la PAC, où on est en train de se demander comment une région va traiter le cheval par rapport à une autre région. Il nous faut Pascal, demain, je vous demanderai de conclure, s'il vous plaît, on est très en retard. Oui, donc je termine. Il nous faut demain une vraie politique du cheval au niveau européen en défendant cette cause-là. Merci de votre attention. Une ou deux questions avant que notre grand témoin, Guillaume Macaire, intervienne. S'il vous plaît, Laurence Meunier. Polia, juste me réjouis de vos propos parce qu'ils sont très encourageants de voir qu'on est organisé au niveau européen, c'est formidable. Et j'ai retenu, vous avez beaucoup insisté sur le bien-être du cheval et c'est une très bonne chose, mais je trouve que c'est un mot dans lequel on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut et qui, à mon avis, mériterait d'être précisé. C'est-à-dire que le bien-être du cheval, il passe d'abord par la santé du cheval, par son suivi sanitaire, parce que vous avez parlé qu'effectivement les chevaux voyagent de plus en plus et que le rôle du sanitaire est fondamental, et également par sa fin de vie. C'est un sujet qui va être abordé en fin de journée, je crois, lors de ces assises, mais il me semble très important de pouvoir, en tout cas au niveau européen, de pouvoir bien préciser ce qu'on met dans le bien-être du cheval, parce que ces trois santé, sanitaire et fin de vie font vraiment partie du bien-être du cheval. C'est tout ce que... J'ai pas de questions, c'était juste... Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour cela, il faut encore faut-il être à la table du travail, ce qui commence à être le cas, mais ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et il n'y avait que des ONG autour de la table. Est-ce que votre question est courte? Parce qu'on est vraiment très en retard et après on passe à Monsieur Macaire. C'est une question et surtout c'est une demande. Puisque vous êtes, et bravo encore, vous faites du lobbying auprès de la Commission européenne, en particulier M. Moscovici et tous ses collègues. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse aller les voir avec une étude réelle sur l'impact de l'augmentation des taux de TVA en France. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres. En 2014-2015, on a vu, on commence nous à le voir, à le sentir, moins de propriétaires. On parlait tout à l'heure des problèmes pour les éleveurs et pour les entraîneurs. Je pense qu'il faudrait mesurer aujourd'hui l'impact économique dramatique qu'a cette hausse du taux de TVA. Et à mon avis, on serait plus convaincant pour les faire bouger un tout petit peu. Voilà. Donc c'est une suggestion. Alors, ça a été déjà présenté au ministère en 2013-2014, donc les données statistiques ont déjà été présentées sur les chiffres dramatiques que cela représente. Donc ça a déjà été présenté, c'est une très bonne remarque, mais ça a déjà été fait, et on les tient à la disposition du ministère s'il les veut à nouveau. Merci Monsieur Biolac, merci Florent Gull et Claire Cordillac. On va passer